La dernière fois, je vous avais parlé donc de ce fameux paradoxe d'Easterlin. Vous savez, cet économiste américain qui a montré comment, qui a en tout cas essayé de montrer, après de nombreuses enquêtes de terrain, comment et pourquoi la croissance ne rendait pas heureux. Voilà, ce qui a réjoui les écologistes, ça s'est inscrit dans le sillage du rapport Meadows sur les limites de la croissance, et donc ça a suscité un débat sur la question du progrès, évidemment. Est-ce que le progrès rend heureux ou pas? Est-ce que le progrès nous apporte vraiment quelque chose ou pas? Est-ce que le fait de consommer de manière de plus en plus active nous rend heureux ou au contraire malheureux? Ce débat, évidemment, a eu des échos très lointains, remontant au XVIIIe siècle, sur la question de savoir si, d'une manière générale, le progrès, la révolution industrielle nous rendait heureux ou non, et ça renvoyait à un débat qui avait déjà existé avec Voltaire et Rousseau, donc en plein XVIIIe siècle, et notamment en 1756, où ils échangent des lettres, assez désagréables d'ailleurs, sur le fameux tremblement de terre de Lisbonne. Mais je vais vous en parler tout à l'heure. Un petit mot quand même sur un deuxième élément que je devais traiter aujourd'hui en détail, et puis finalement on peut le traiter un peu plus vite. C'est plus intéressant de regarder l'histoire du débat entre optimistes et pessimistes autour du tremblement de terre de Lisbonne, autour de la théodicée de Leibniz, dont je vais vous parler plus à fond dans un instant. Mais tout de même un mot, dans le petit livre de Claudia Sénic est économiste à l'École d'économie de Paris, elle est prof à Paris 5, est agrégée de sciences économiques, donc c'est quelqu'un qui connaît quand même son sujet. Elle a écrit donc un petit livre qui s'appelle L'économie du bonheur, et elle compile dans ce petit livre, dont je vous avais parlé d'ailleurs un petit peu la dernière fois, les enquêtes sur le bonheur ressenti pays par pays. Sur 63 pays, la France est 61e. Et donc, question tout de même, alors qu'il y a des pays extrêmement pauvres, même sans aller chercher jusqu'en Irak ou en Afghanistan, où on a des pays au cœur même de l'Europe, comme la Grèce ou comme le Portugal, ou même comme l'Espagne, où les niveaux de vie sont très inférieurs à ceux de la France, où les conditions de vie aussi en termes de santé, sont tout de même très inférieures, et de protection sociale au système que nous avons mis en place avec notre État-providence tout de même encore extrêmement performant. Et donc ce résultat, 61e sur 63, paraît complètement absurde, alors que la France est quand même la 6e puissance mondiale, avec un système de santé tout de même encore extraordinaire, avec un système éducatif malgré tout, quoi qu'on en dise, tout de même extraordinaire par rapport à des pays qu'on disait encore naguère sous-développés, on n'ose plus le dire aujourd'hui, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Comment expliquer ça? Je pense qu'il y a une explication, je ne vais pas développer longuement, mais elle va nous renvoyer à ce débat du XVIIIe siècle entre partisans des Lumières et partisans du romantisme. Partisans donc de l'optimisme du progrès et partisans des sentiments du déclin. L'idée quand même qui domine, à mon avis, les analyses qu'on peut faire de ce paradoxe d'Easterlin et de son contexte français, c'est que dans le contexte de la mondialisation, la France est malheureuse. C'est le plus vieil État-nation du monde. La France est le premier État-nation. Donc l'État-nation, c'est très particulier comme structure d'organisation sociale. Au fond, dans l'histoire de l'humanité, il y a 3 grandes organisations sociales et politiques. Il y a la tribu, il y a la nation et l'empire. Ça mériterait à soi seul de longs commentaires, mais allons à l'essentiel. La tribu, c'est une organisation particulière, c'est une petite communauté particulière, et qui est repliée sur sa particularité, avec des formes d'art plutôt folkloriques, avec des cultures locales, pas forcément des sociétés dotées d'écriture, de livres, de documents écrits. On a une organisation extrêmement limitée, et encore une fois, la tribu, c'est une organisation particulière. L'empire, que ce soit l'empire romain, que ce soit les empires coloniaux, que ce soit l'empire soviétique, c'est une tribu particulière, si je puis dire, mais qui se prend pour la domination du monde. C'est une tribu particulière, c'est un particulier, mais qui veut dominer le monde entier, comme l'Empire romain, qui va finir par crever d'ailleurs de cet excès de domination du monde, parce que l'Empire romain est mort. Marc Ferraud a très bien montré ça dans un livre consacré à la mort de l'Empire romain, un excellent livre, que cet empire romain, il est mort tout simplement d'être allé trop loin, de s'être trop étendu et d'avoir mal réussi à intégrer
ces colonies. Et surtout du fait que les colonisés se sont rendus compte que tout se passait à Rome, que tout ce qui était à Rome était passionnant, que c'était riche, que c'était beau, que c'est là qu'il y avait la vraie vie, que c'est là que ça bougeait. Et donc ils sont arrivés à Rome, et donc c'est comme ça que l'Empire romain s'est effondré. Donc on a là deux organisations qui sont au fond assez peu emballantes, assez peu intéressantes aujourd'hui. Et ce que la France va inventer, déjà avec ses rois, mais évidemment plus encore avec la Révolution française, avec la création du Parlement, de l'Assemblée nationale et la Déclaration des droits de l'homme qui va avec. Ce que la France va vraiment inventer, c'est l'État-nation, c'est-à-dire ni la tribu ni l'Empire, mais un territoire particulier comme la tribu, une langue particulière qui est le français, des frontières limitées, une culture particulière qui est la culture française avec des éléments forts d'identité nationale et en même temps des principes qui sont des principes universalistes. La Déclaration des droits de l'homme, elle prétend valoir pour le monde entier, et du reste, elle va valoir pour le monde entier. Elle va s'étendre à peu près à tous les peuples, de même que ce fichu Parlement dont on dit tant de mal, c'est la France qui l'invente, mais il va s'étendre, cette Assemblée nationale, ce Parlement, cette représentation nationale, avec à la fois un souci particulier, c'est défendre une identité nationale, défendre un territoire national, défendre une culture, une économie nationale, une solidarité nationale, mais en même temps, reposer sur des principes universels, les principes des élections libres, du pluralisme des partis politiques, des droits de l'homme. Et donc on a là un mixte, si je puis dire, de tribus et d'empires. On a à la fois une particularité, mais qui repose sur des principes universels. Et c'est ça que l'Europe entière va nous prendre, va imiter, au fond, on va créer des parlements, c'est toute l'histoire du 19e siècle en Europe, on va créer progressivement des parlements partout, de telle sorte que la vieille Europe, les 12 pays de la vieille Europe, disons, ils ont à peu près les mêmes principes universalistes, l'état de droit, les droits de l'homme, la démocratie, le pluralisme, les élections libres. On a donc en gros les mêmes systèmes politiques, à 2 capis près. Après on a des lois électorales différentes, mais c'est pas très important. Et donc on a en France vraiment une particularité historique, c'est ce mélange de soucis d'identité nationale et d'universalisme. C'est vraiment les deux. Et dans le contexte de la mondialisation, le pessimisme français s'installe. Pourquoi ? Parce que la mondialisation fait exploser en quelque sorte les vertus de cet État-nation. Cette espèce de mixte équilibré, c'est un bel équilibre au fond, entre le souci de soi, le souci de sa particularité historique et nationale, de sa culture, et puis l'ouverture sur le reste du monde. La mondialisation va faire exploser ce modèle de l'État-nation, ou en tout cas elle va le rendre assez largement, sinon obsolète, en tout cas inefficace. L'impuissance publique est ce qui domine le plus aujourd'hui le paysage politique français, pas simplement parce que nos politiques seraient nuls, c'est pas l'essentiel et c'est pas le cas d'ailleurs, mais c'est parce que dans le contexte de la mondialisation, les leviers des politiques nationales ne lèvent pratiquement plus rien. C'est ça le fond du problème. Et d'ailleurs, je pense aujourd'hui, sans faire de politique politicienne, que le succès de Marine Le Pen, il est lié pour l'essentiel à ça. Il faut arrêter de dire comme Bernard-Henri Lévy, fasciste, antisémite, raciste. C'est pas ça. Il y en a, bien sûr. C'est vrai que c'est le parti le plus antisémite de France, mais c'est pas l'essentiel. Ce qui anime le Front National et cet électorat qui est devenu aujourd'hui très important, puisqu'il y a 7 millions d'électeurs du Front National, eh bien, ce qui domine ce Front National et cet électorat, c'est le sentiment de l'impuissance publique des partis traditionnels. Le fait que les partis traditionnels, droite et gauche, aient été absolument incapables de résoudre la question du chômage, la question de la sécurité, un certain nombre de problèmes, la question de l'identité nationale et des frontières, de l'immigration, etc. Et donc, on a là beaucoup plus un sentiment d'impuissance publique. On a tout essayé, la droite, la gauche, mais on n'a pas essayé le Front National. Et donc, il y a là un grand sentiment de colère qui s'est emparé d'ailleurs dans toute l'Europe, pas simplement en France, aussi bien à l'extrême gauche avec Tsipras ou Podemos que à l'extrême droite avec le Front National ou avec l'UDC en Suisse, un sentiment donc d'exaspération, un sentiment de colère. C'est pas de la peur, c'est de la colère liée à cette conviction que finalement les partis traditionnels sont infoutus de régler nos problèmes. Voilà. Et ça explique le désespoir français, parce que c'est le premier État-nation, c'est le modèle de tous les autres. Ça a été le plus puissant, le plus grandiose.
avec un système éducatif magnifique, une culture extraordinaire, une littérature incomparable. Seuls l'Allemagne et l'Angleterre pouvaient se comparer à la France. En tout cas, on n'était guère que 2 ou 3 dans le monde à avoir une culture équivalente à penser à Flaubert, à Hugo, à Stendhal, etc. Bon, on a, sans parler même des traditions philosophiques, économiques, intellectuelles au sens large. Et donc on a un sentiment de déclassement, un sentiment de déclin qui va expliquer, tout à fait indépendamment de la situation matérielle des Français, qui est quand même encore extrêmement favorable par rapport au reste du monde, ce sentiment de déclassement va expliquer le pessimisme français. Je vous avais dit la dernière fois que toutes les enquêtes d'opinion montrent que quand un pays part de très bas mais qu'il progresse, il est optimiste, et même quand il parle de très haut et qu'il régresse, il est pessimiste. Et c'est vrai, je vous avais dit, c'est ça d'ailleurs le paradoxe d'Easterlin. Quand on a une augmentation de salaire, on augmente quelqu'un de 300 euros, de 500 euros, de 1000 euros, peu importe, ça dépend du salaire de base, de référence. On s'adapte très très vite à cette augmentation de salaire, de même que quand on passe d'une vieille Peugeot à une Mercedes, on s'adapte très très vite à sa Mercedes, et on n'est pas fou de joie tous les jours d'avoir une Mercedes. Bon. Et donc on s'adapte très vite à la progression matérielle. En revanche, on supporte extrêmement mal la régression matérielle. J'avais dit, si on vous pique votre iPhone, vous le prenez très mal. Si on vous casse votre voiture, vous le prenez très mal. La régression est insupportable, la progression, on s'y habitue très vite, on s'y adapte très vite. Et donc pour toutes ces raisons, on voit que la France, premier et plus grand État-nation du monde, grandiose même, avec une culture extraordinaire et qui rayonnait. Paris, capitale du 19e siècle, Walter Benjamin avait écrit un texte qui portait ce titre. Souvenez-vous, Picasso, souvenez-vous tous les artistes, Fitzgerald, Hemingway, lisez ce livre magnifique, Paris est une fête, encore dans les années 60, livre absolument superbe sur la vie parisienne, sur l'avant-garde parisienne, Giacometti, tant d'autres qui viennent s'installer à Paris, tous ces étrangers qui font rayonner la France, tout ça est fini. Et on a le sentiment que c'est terminé, que aussi bien dans le monde intellectuel que dans le monde artistique, nous sommes devenus des nains à côté des États-Unis, et à côté de la Chine, à côté du Japon. Même en matière d'industrie, Toyota, c'est autre chose que Renault ou Peugeot aujourd'hui, donc c'est 10 fois. Et donc, en termes d'innovation, les GAFA sont américains. Donc un sentiment très fort de déclin qui, encore une fois, explique ce sentiment qui n'a rien à voir avec la réalité matérielle de la France, qui est encore une fois, extraordinairement favorable. Donc ce débat est aujourd'hui très, très caricatural dans le monde intellectuel français. Au fond, ce à quoi on assiste est assez pauvre. On assiste d'un côté à des chefs d'entreprise qui disent « Voilà, le ressort de l'économiste est la confiance, alors il faut être optimiste. » Bon, on veut à tout prix être optimiste. Bon, c'est un discours idiot, il faut bien le dire, parce que l'optimisme, c'est comme l'amour, ça s'impose pas, on ne peut pas forcer les gens à être optimistes. Bon. Et donc on dit « Voilà, la crise est psychologique, alors il faut être dans la confiance, cum fides, avec foi. » Et bon, tout ça, et on crée des clubs d'optimisme. Je suis tout le temps invité par des gens qui veulent à tout prix que j'aille parler dans des clubs d'optimisme. Tout ça me gave, me paraît complètement ridicule. Mais je n'ai pas plus de sympathie pour les pessimistes professionnels que sont les grands intellectuels qu'on a à la une des magazines depuis 6 mois maintenant, et qui ne cessent de déplorer le déclin de la France. Je pense que dans les 2 cas, on a affaire à des catégories de la pensée qui sont assez médiocres, mais qui viennent d'un très grand débat, et c'est celui dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Et je vous dirai pourquoi je trouve ces catégories de la pensée médiocre en vous parlant la prochaine fois justement d'une autre catégorie qui est celle du tragique. Mais aujourd'hui, restons-en à cette antinomie, si je puis dire, du pessimisme et de l'optimisme. Et je voudrais donc revenir à ce débat tel qu'il apparaît au XVIIIe siècle, mais enraciné dans le XVIIe. Débat entre partisans des Lumières et déjà premier romantique. Voltaire étant l'archétype du partisan des Lumières et Rousseau étant l'archétype du premier romantique. Et vous allez voir que ce débat s'enracine dans un texte grandiose d'ailleurs, chez un auteur magnifique qui est Leibniz, et donc dans le XVIIe siècle encore, dans ce qu'on appelle à l'époque l'optimisme de Leibniz, l'optimisme leibnizien. De quoi s'agit-il ? Leibniz pose une question d'ailleurs tout à fait légitime, une question qui va hanter la théologie chrétienne.
qui est la question du mal. Vous allez voir après le rapport avec ce débat optimiste et pessimiste. Leibniz pose la question du mal et il la pose de la manière suivante, et c'est une question encore une fois qui va hanter la tradition chrétienne, à laquelle à ma connaissance aucun chrétien n'est capable de répondre. J'ai eu ce débat par exemple avec le cardinal Ravasi, le ministre de la Culture du Pape, qui est un homme extrêmement intelligent, dans le livre qu'on a publié d'ailleurs sa figure, mais il est évidemment incapable de répondre à l'objection classique qui consiste à dire si Dieu existe, et si Dieu est à la fois tout-puissant et bon, ce qu'il est supposé être dans la théologie chrétienne, comment expliquer le mal qui frappe les innocents ? Si Deus est, unde malum, dit Leibniz. Si Dieu existe, d'où vient le mal ? Alors la réponse chrétienne plate consiste à dire que le mal vient de la liberté humaine, que Dieu, dans sa bonté infinie, a accordé la liberté aux êtres humains, et que donc, une fois qu'on leur accorde la liberté, ils peuvent en user mal, et donc engendrer des guerres, des conflits, Hitler, Daesh, ce que vous voudrez. Mais évidemment, ça n'est pas de ça qu'il s'agit. La question qui est posée par la Leibniz, c'est la question du mal naturel qui frappe les innocents, les catastrophes. Comment expliquer les catastrophes naturelles qui, comme la pluie, tombent sur les méchants comme sur les bons ? Et comment expliquer, par exemple, ce sera le thème d'une lettre célèbre de Diderot qui lui vaudra quelques semaines de prison, comment expliquer, par exemple, les aveugles nés ? Les malheureux enfants qui naissent aveugles, qui naissent handicapés, et qui n'ont rien fait de mal. Ils sortent juste des limbes. Dans les limbes, on ne fait pas de péché, on ne commet pas de faute. Et donc, comment expliquer ce malheur qui frappe les innocents, et notamment dans les catastrophes naturelles, où les bons sont frappés, et les innocents au même titre que les méchants et les criminels. Donc, si Deus est, unde malum. Et donc, la réponse par la liberté humaine n'est évidemment pas suffisante. Et si Dieu est comme un père de famille, comme il est censé être dans la théologie chrétienne, un père de famille à la fois omniscient, omnipotent, c'est-à-dire tout-puissant, et infiniment bon. Quel père de famille laisserait jouer ses enfants comme en Haïti, ou avec le tremblement de terre, ou comme à Phuket avec l'autre, le tsunami, ou même dans des guerres, où malgré l'origine humaine des guerres, des innocents, des petits-enfants juifs sont massacrés par des nazis qui n'ont jamais rien fait, pas les nazis, les petits-enfants juifs évidemment. Et donc on a là une interrogation à laquelle le christianisme est tout à fait incapable de répondre. Ça a toujours été sa croix, si j'ose dire. Comment fait Leibniz ? Leibniz veut montrer, théodicée, vous comprenez le mot, ça vient de théos, Dieu, et dikē qui est la justice, dikaios, Dieu est juste, théodicée, Dieu est juste. Et quelle est l'argumentation de Leibniz ? Elle est très sophistiquée. L'argumentation de Leibniz, je ne sais pas s'il faut que je rentre dans les détails, mais peut-être je vous donne l'idée générale. Elle consiste à dire, enfin, si vous voulez comprendre, parce que le plus simple, plutôt que de rentrer dans l'argumentation métaphysico-rationnelle qui est assez compliquée, je vous en donnerai un aperçu après, mais si vous voulez comprendre, l'argumentation de Leibniz, c'est exactement celle qu'aujourd'hui, un écologiste, un biologiste écolo utiliserait pour vous expliquer la biodiversité. Un écologiste, un biologiste, même pas très écolo, vous dira que la diversité biologique, c'est très important. Et qu'on a besoin de toutes les espèces, que la disparition des espèces est une mauvaise chose, parce que ça diminue le brassage génétique potentiel, c'est une perte au fond de valeur génétique, si je puis dire. Et donc pour un biologiste, la notion de nuisible n'existe pas, ça n'a pas de sens. Il faut des moustiques, il faut des guêpes, il faut des crapauds, il faut des frelons, il faut tout pour faire un monde. Et dans la vision de Leibniz, l'idée est la suivante, c'est que le monde parfait, Dieu a créé un monde absolument parfait. Mais ce monde parfait, dans la mesure où il a une très grande diversité, il comprend évidemment, du point de vue des individus, des choses mauvaises. Le moustique qui me pique, pour moi, c'est mauvais. Mais du point de vue d'un biologiste, c'est pas mauvais. Ça fait partie des espèces qui font un équilibre d'ensemble qui est un équilibre parfait. De la même manière, supprimer des serpents, ou comme on a fait en France de manière stupide, on a exterminé tous les renards. À chaque fois qu'on fait ce type de politique et qu'on extermine les renards, par exemple, on s'aperçoit que les renards, c'est très important parce que ça permet de bouffer un certain nombre d'autres bestioles qui, si elles ne sont pas équilibrées par des prédateurs, deviennent extrêmement nuisibles. Les rats, certains rongeurs ou des lapins qui sont malades, etc., ont besoin d'être régulés, si je puis dire, et donc on a un système de biodiversité qui est parfait, même si
Du point de vue d'un humain, les guêpes en été, c'est désagréable, on peut ne pas aimer les vipères, ou les petits crapauds. Moi j'aime bien les petits crapauds qui nous ont valu un des plus beaux poèmes de Victor Hugo, mais enfin il y a des gens qui ne les aiment pas, et donc qui ont peur des souris ou que sais-je. Mais enfin tout ça, encore une fois, du point de vue d'un biologiste, n'a pas de sens. Les nuisibles n'existent pas. Qu'est-ce que c'est que le monde parfait chez Leibniz? Alors là je vous donne quand même le principe de fond, philosophiquement parlant. Le principe de fond qui va expliquer ce qu'est le monde parfait, c'est le monde qui rassemble la plus grande diversité d'êtres, la plus grande diversité biologique, mais la plus grande diversité aussi d'êtres humains, dans le maximum d'unité, c'est-à-dire dans la systématicité la plus grande. Il y a un modèle derrière, il faut que vous compreniez ça, qui est ce que les mathématiciens, les philosophes de l'époque appellent le principe du meilleur. De quoi s'agit-il? C'est le principe de la création du monde par Dieu chez Leibniz. C'est le principe que Dieu a en tête, selon Leibniz, quand il crée le monde. Le meilleur, c'est la plus grande diversité dans la plus grande unité. Et ça vient des mathématiques. À l'époque de Leibniz, un petit peu avant, il y a un très grand mathématicien français qui s'appelle Fermat, et qui publie un livre qui va avoir une très grande influence, et notamment sur Leibniz, et qui s'appelle « De minimis et maximis ». Des minimums et des maximums. Et qu'est-ce qu'il y a pourquoi un mathématicien qui vient de parler de maximum et de minimum? Eh bien parce que, et tous les mathématiciens le savent, et tous nos profs de maths nous l'ont dit, même à l'école quand on était gamin. La belle démonstration, qu'est-ce que c'est qu'une belle démonstration? Eh bien une belle démonstration pour un mathématicien, c'est la démonstration qui produit le plus d'effets avec le minimum de causes. Autrement dit, c'est la démonstration qui démontre le maximum de théorèmes en utilisant le minimum d'axiomes. Si vous utilisez trop d'axiomes, vous n'êtes pas bon mathématicien, même si vous arrivez au bon résultat. C'est le principe de ce qu'on appelle le rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam, c'était aussi un principe mathématique. Occam était un philosophe du Moyen-Âge et qui avait édicté ce principe selon lequel il ne faut pas multiplier les entités sans nécessité. Il faut passer le rasoir. Si vous utilisez trop de postulats, trop d'axiomes en mathématiques, c'est que vous n'êtes pas bon, encore une fois. Une démonstration élégante, c'est une démonstration qui produit le maximum de théorèmes, les théorèmes étant des propositions démontrées, avec le minimum de postulats et d'axiomes. Et donc le monde de Leibniz, il est comme une belle démonstration mathématique, il est beau, ce sera d'ailleurs la définition de la beauté classique, pas seulement chez Leibniz. Eh bien, le monde de Leibniz, c'est un monde qui a la plus grande diversité possible d'êtres dans le minimum de principes, c'est-à-dire dans l'harmonie la plus grande. Exactement comme un écosystème parfait est un écosystème dans lequel il y a toutes sortes d'espèces animales, mais elles sont équilibrées entre elles. Elles ne se dévorent pas, elles ne s'anéantissent pas entre elles, même quand elles se dévorent entre elles. Et donc on a là un modèle parfait, et Leibniz donne des exemples. Un monde dans lequel tous les individus, comme dans un roman de Boris Vian, on tuera tous les affreux, il n'y a que des gens parfaits, ils sont tous sublimes, il n'y a que des Sharon Stone et des Alain Delon enfants, mais c'est pas du tout bien, parce que ce monde d'uniformité parfaite n'a aucun intérêt. Et donc Leibniz prend cet exemple, il dit « Un monde dans lequel Dieu se serait amusé à créer 1000 génies, comme Platon, comme Aristote ou comme Virgile, serait beaucoup moins bien qu'un monde dans lequel il y a toute la hiérarchie des êtres, depuis le crétin parfait jusqu'au génie. » Et ce monde, il est nécessaire. Donc il faut qu'il y ait des crétins, il faut qu'il y ait des fous, il faut qu'il y ait des sauvages, il faut qu'il y ait des guêpes et des frelons, exactement de la même manière, pour qu'on ait un monde dans lequel la diversité soit la plus grande. Cette diversité est intrinsèquement utile. Et il prend un exemple que je vais vous lire, qui est très bon d'ailleurs. Imaginez une peinture impressionniste. Imaginez, je ne sais pas, les nymphéas de Monet, c'est le meilleur exemple qu'on puisse prendre. Et imaginez que vous regardiez ce tableau des nymphéas de Monet, le nez sur le mur, où il est peint, ou la toile sur laquelle il est peint. Vous ne voyez rien, vous voyez qu'un chaos, vous voyez qu'un désordre, il n'y a aucune beauté, aucun ordre, aucune harmonie. Pour percevoir un tableau impressionniste, il faut reculer jusqu'à ce que l'harmonie vous apparaisse. Il faut se mettre à distance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on ne regarde que les parties, si on regarde que les détails, on voit un chaos, on voit du mal, on voit des choses mauvaises, moches. Mais si on regarde l'ensemble,
alors on s'aperçoit que du point de vue de l'ensemble, le mal lui-même, le moche lui-même est utile à la perfection du tout. Et qu'encore une fois, un monde où il n'y aurait pas de guêpes, paradoxalement, serait moins bien qu'un monde où il y a les guêpes. Elles sont utiles, elles ont leur utilité dans des écosystèmes. Et donc, je vous lis le texte de Leibniz, il est parfait. Donc, vous voyez, faites bien attention à ça. Ça ne veut absolument pas dire que tout est parfait. Il y a du mal. Encore une fois, le moustique qui me pique fait du mal. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, ça veut dire que le tout est parfait. Ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est la totalité qui est parfaite. Mais la totalité comprend des inconvénients. Et s'il n'y avait pas ces inconvénients, paradoxalement, le monde serait moins parfait. Et comme par ailleurs les voies du Seigneur sont impénétrables, il nous est extrêmement difficile d'en juger. Un enfant handicapé dans une classe, ça peut être formidablement utile parce que ça peut être l'occasion pour les autres enfants d'une leçon d'instruction civique vivante et utile. Et peut-être pour cet enfant handicapé lui-même, le fait qu'on s'intéresse à lui sous cet angle-là pourra être quelque chose de positif. Personne ne peut en juger. Ce qui est certain, c'est que la diversité est préférable à l'uniformité. Vous voyez l'idée ? Je vous lis le texte, mais il y en a 1000 autres. Mais celui-là est pas mal parce qu'il est très clair et il donne bien l'idée de la théodicée. Hein. Considérons une très belle peinture, cachons-la tout entière, sauf une infime partie. Du coup, on voit que des détails, hein, on ne voit pas l'ensemble. Que verrons-nous d'autre en elle, malgré l'examen le plus approfondi, ou mieux, d'autant plus qu'on l'examinera de plus près, sinon un amas confus de couleurs sans choix et sans art. Et cependant, le voile une fois retiré, on considérera tout le tableau d'un centre de perspective convenable, en s'éloignant du tableau pour voir la totalité. On comprendra alors que ce qui paraissait appliqué au hasard sur la toile a été pour l'auteur l'œuvre d'un art suprême. Même chose, le monde est comme un tableau d'un artiste génial. Eh bien, si on regarde le monde de près, on voit des horreurs, mais si on le regarde dans son ensemble, on s'apercevra que ce monde serait moins parfait sans ce que nous avons pris au départ naïvement pour des horreurs. Tout est utile dedans. Tout sert à quelque chose, y compris le mal sert à un plus grand bien. Vous voyez l'idée. Et donc c'est cela qu'on a appelé l'optimisme leibnizien. La théodicée, c'est l'optimisme leibnizien, puisque non pas tout est parfait, mais le tout est parfait. Même chose chez Spinoza, du reste, qui est aussi une théodicée. Et donc on a là cette théodicée leibnizienne, cette idée que le monde est le meilleur des mondes possibles. Dieu n'aurait pas pu créer un monde plus parfait que celui qui existe. Et donc on est dans un optimisme de la providence, c'était un optimisme de la nature et de la divinité. C'est la même chose. La nature et Dieu, Deus sive natura, comme chez Spinoza, c'est au fond la même chose. La nature n'est que l'image de Dieu, que la création de Dieu, qui a donc créé cet ensemble avec en tête le principe du meilleur, ce principe des maximis et minimis, et donc on a un optimisme de la nature et de la divinité. Dieu est parfait, Dieu est juste, il n'est pas responsable du mal qui est dans le monde. Dieu est parfait, Dieu est juste, et la nature elle-même est parfaite, sa création est parfaite. Alors évidemment, vous pouvez imaginer que ça va susciter un débat terrible, parce que comment prétendre que le monde est parfait quand il y a des catastrophes, quand il y a des guerres, quand il y a Hitler, quand il y a Daesh? Est-ce que ce serait pas mieux quand même si Daesh n'était pas là, si Hitler n'avait pas existé, si les catastrophes n'existaient pas? Et ce débat va donc rebondir au XVIIIe siècle. Et c'est ce dont je voudrais vous parler maintenant. Vous allez voir que là, c'est vraiment quand même très très fort. Voltaire, Rousseau, c'est quand même grandiose. Et ce débat rebondit évidemment autour de la plus grande catastrophe qu'ait connue le monde, en tout cas le monde européen, qui est le fameux tremblement de terre de Lisbonne de 1755. 100 000 morts probablement, les chiffres varient, mais enfin, dans le poème qu'il va consacrer à ce tremblement de terre, le poème sur le désastre de Lisbonne, c'est son titre, Voltaire parle de 100 000 morts, et c'est probablement proche de la vérité, c'est donc une catastrophe absolue. Et Voltaire, évidemment, va en profiter pour faire quoi ? Eh bien, pour pourfendre, comme il le fait dans Candide, c'est tout le thème de Candide, il va pourfendre l'optimisme de Leibniz. Il va critiquer Leibniz et dire, voyez bien, la thèse de Leibniz est idiote, le monde n'est pas parfait, regardez cette catastrophe, est-ce que vous croyez vraiment que c'est la perfection? Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu n'aurait pas dû éviter ça? Et voyez bien l'antinomie qui est derrière, il faut que vous ayez bien ça en tête pour comprendre. Et c'est ça, encore une fois, la difficulté pour les chrétiens.
Si Dieu est tout-puissant et qu'il laisse le tremblement de terre de Lisbonne tuer des dizaines de milliers d'innocents, si Dieu est tout-puissant et qu'il laisse faire ça, c'est qu'il n'est pas bon. Et s'il est bon, alors c'est qu'il n'est pas tout-puissant. Mais choisissez. Il ne peut pas être les deux. Il ne peut pas être bon et tout-puissant et laisser faire ça. Voilà l'objection de Diderot, de Voltaire contre l'optimisme leibnizien. Et donc Voltaire se précipite évidemment sur sa plume pour écrire ce fameux poème sur le désastre de Lisbonne. Et je voudrais que vous compreniez bien tout de suite, je vais vous donner tout de suite le fil conducteur de ce que je vais vous raconter, pour que vous compreniez à quoi ça sert. Ce que Voltaire, qui est, comme vous savez, l'archétype du défenseur des Lumières, hein, c'est vraiment l'homme des Lumières, du progrès, de la science, de la raison, etc. Et donc ce que vous allez trouver chez Voltaire, c'est un pessimisme de la nature, mais un optimisme de l'humain. Vous voyez l'idée? Un pessimisme de la providence divino-naturelle, si je puis dire, un pessimisme sur Dieu et sur la nature. Non, ils ne sont pas bons. Dieu n'existe pas et la nature est mauvaise. Bon. Mais un optimisme du progrès, c'est-à-dire un optimisme de la civilisation. Rousseau va prendre la plume pour répondre à Voltaire, va lui écrire une lettre. Comme Voltaire est malade, Rousseau envoie cette lettre à son médecin et ami, et il dit à ce médecin et ami, donnez cette lettre à monsieur Voltaire si vous jugez qu'il est en état de la lire, parce que la lettre est une critique de Voltaire. Rousseau, c'est l'inverse. Rousseau, c'est le premier romantique, c'est déjà les intellectuels pessimistes d'aujourd'hui, les déclinologues. Et Rousseau va répondre à Voltaire, non, non, Leibniz a raison, Dieu est bon, la nature est bonne, comme chez les romantiques, la nature est magnifique, la Urnatur, la nature originaire des romantiques allemands, la nature est magnifique. Non, c'est la civilisation humaine qui est mauvaise. La preuve, qu'est-ce qu'on avait besoin de construire autant de maisons? Et c'est pas Dieu qui les a construites, c'est pas la nature qui les a construites, ces maisons. C'est l'imbécilité humaine qui a construit des maisons au mauvais endroit. Et donc, ce que vous allez trouver chez les romantiques, et Rousseau en est le modèle, eh bien, vous allez trouver cette idée que oui, Dieu est bon, oui, la nature est bonne, Leibniz a raison, donc il va défendre Leibniz contre Voltaire, mais en revanche, ce qui est mauvais, c'est la civilisation humaine. C'est cette civilisation qui est corruption, qui s'éloigne de la nature, et Rousseau va évidemment plaider pour ce qu'il appelle la sainte ignorance. C'est-à-dire que ce qui nous éloigne de la nature est mauvais. Les livres sont mauvais, l'écriture c'est mauvais, le luxe c'est mauvais, la politesse c'est mauvais, la civilité c'est mauvais. Tout ça Rousseau déteste parce qu'il veut un bon sauvage, si je puis dire. En tout cas, il veut un être, même s'il est civilisé, qui reste, au fond c'est le premier écologiste, il veut un être qui reste, un être humain qui reste proche de la nature. Et du reste, souvenez-vous qu'à l'époque, on appelle les peuples, les individus qui peuplent les peuples qu'on appelle primitifs, on les appelle des naturels. On dit les naturels pour dire les indigènes, pour dire les sauvages. Bon, on dit aussi les sauvages, mais on les appelle les naturels dans la littérature de l'époque. Et donc Rousseau veut un homme naturel, et il pense que la civilité, le luxe, c'est la corruption. Là où Voltaire va au contraire faire, comme vous savez, l'éloge du luxe dans un poème célèbre qui s'appelle Le Mondain, éloge de la mondanité, du luxe. N'oubliez jamais que Voltaire est plutôt athée, ou en tout cas déiste vaguement, et parisien, alors que Rousseau est un Suisse protestant, et qui déteste les mondanités. Voltaire est très riche, il séduit les femmes, c'est un peu le Bernard-Henri Lévy de l'époque, il est très vaniteux, il ment tout le temps, c'est un homme vraiment de la civilité parisienne. Rousseau, c'est un pecno, si je puis dire, c'est un Suisse protestant qui est mal habillé, qui est mal à l'aise avec les femmes, qui est mal à l'aise dans le monde, qui ne sait pas trop comment se comporter, évidemment, soyons clairs, Rousseau est génial, Voltaire ne l'est pas du tout. Voltaire est talentueux, tout au plus. Et d'ailleurs, c'est un très mauvais poète, ses contes, je ne sais pas, les gens aiment ça, moi ça m'a toujours paru extrêmement lourdeau. Là où Voltaire est incroyablement talentueux, c'est dans ses lettres et dans ses polémiques. Là, il est vraiment incroyablement spirituel, c'est la quintessence de l'esprit français. Donc ça, à la fois d'une méchanceté sans faille, très drôle, mais c'est un très mauvais poète, comme Boileau d'ailleurs, et c'est à mon avis aussi un très mauvais philosophe et un mauvais conteur. Mais c'est un esprit brillantissime, extrêmement séduisant.
Hein, alors que Rousseau, c'est au contraire. Rousseau est vraiment génial. Le contrat social, le discours sont des livres extraordinaires qui vont avoir une postérité. C'est vraiment un génie. Mais en revanche, oui, c'est un plouc qui déteste Paris. Voilà. Et ça le rend d'ailleurs formidablement sympathique à mes yeux. Mais peu importe, on peut aimer l'un ou l'autre, ou détester l'un ou l'autre. Mais évidemment, ce qui est très intéressant, c'est de voir que on peut être pessimiste de la nature et optimiste du progrès, et réciproquement, optimiste de la nature et pessimiste du progrès. Ça, c'est vraiment l'opposition cardinale entre les Lumières et le romantisme, et cette opposition, elle va durer jusqu'à aujourd'hui. Mon ami Finkielkraut est clairement du côté de Rousseau et pas de Voltaire. C'est évident. Et donc on a toute une déclinologie qui se met en place avec la nostalgie de la nation, des identités bafouées, etc. Au contraire, on a voilà, plutôt à droite ou chez les libéraux, on a au contraire un optimisme du progrès qui est un héritage de Voltaire. Donc si je vous raconte ça, c'est pas loin des débats que nous avons aujourd'hui. Ce sont les mêmes, c'est de là que ça part. Tout part de là, tout part de la polémique autour du tremblement de terre de Lisbonne et de l'optimisme leibnizien en termes d'opposition entre pessimistes et optimistes. Encore une fois, la prochaine fois, gardez ça en tête, je vous montrerai pourquoi la catégorie du tragique grec est infiniment plus puissante à mes yeux que celle de l'optimisme et du pessimisme. Et maintenant, je vous lis les textes et vous allez voir comment ils sont extrêmement, d'abord clairs maintenant, je pense, mais extrêmement profonds. Texte de Voltaire, d'abord, 1756, donc un an après ou quelques mois après le tremblement de terre de Lisbonne, donc poème qui est entièrement écrit contre Leibniz. Écoutez bien, vous allez retrouver, d'ailleurs je vous le dis tout de suite, philosophe trompé qui criait tout est bien, philosophe trompé qui criait tout est bien, c'est Leibniz. Évidemment. Hein, écoutez le poème. Alors, bon, encore une fois, je déteste lire ça, je déteste la poésie de Voltaire, mais bon, peu importe. C'est la poésie classique, mal foutue. Voilà. Comme disait Boileau de ses propres vers, ce n'est pas que le sens parfois y gêne la mesure. En effet, le sens y gêne la mesure. Alors écoutez bien, je vais le lire lentement, c'est très moche, mais peu importe, le fond est passionnant. Ô malheureux mortel, ô terre déplorable, ô de tous les mortels, assemblage effroyable, d'inutiles douleurs éternelles entretien, philosophe trompé qui criait tout est bien. Accourez, contemplez ces ruines affreuses. Là, il s'adresse à Leibniz. Viens donc voir à quoi ça ressemble, ton tremblement de terre de Lisbonne, et si ta nature est admirable. Accourez, contemplez ces ruines affreuses, ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses. Voilà, vous avez déjà vu des cendres malheureuses c'est vraiment des choux-fleurs de rhétorique. Hein, bon, mais ces cendres malheureuses, ces femmes, ces enfants, l'un sur l'autre entassés, sous ces marbres rompus, ces membres dispersés, 100 000 infortunés que la terre dévore, qui sanglants, déchirés et palpitants encore, parce que c'est moche, enterrés sous leur toit, terminent sans secours dans l'horreur des tourments leur lamentable jour. Et là, il s'adresse à nouveau à Leibniz. Direz-vous, c'est l'effet des éternelles lois qui d'un Dieu libre et bon nécessite le choix. Direz-vous, en voyant cet amas de victimes, Dieu s'est vengé leur mort. Dieu s'est vengé leur mort et le prix de leur crime. Quel crime, quelle faute ont commis ces enfants sur le sein maternel écrasé et sanglant, Lisbonne qui n'est plus eut-elle plus de vices que Londres, que Paris plongé dans les délices. Et vous voyez, on a là vraiment une critique de Leibniz, jusque y compris en prenant en compte l'argument éventuel selon lequel Dieu aurait vengé les crimes, mais les enfants n'ont pas commis de crimes. Là, on retrouve en vérité la lettre sur les aveugles de Diderot. Mais on a là donc un pessimisme de la nature et de la divinité. Si Dieu existe, vraiment, il n'est pas bon. Et heureusement, il n'existe pas, et la nature est mauvaise. Mais fort heureusement, nous sommes là pour la corriger. Grâce aux sciences, grâce à Descartes, nous allons pouvoir nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature et inventer une société humaine qui va corriger cette nature immonde, c'est l'ennemi, et qui va non seulement corriger la nature, mais nous apporter de l'argent, du luxe, du bien-être, une qualité de vie incomparable. Et là, poème publié en 1736, donc 20 ans avant déjà, célébrissime poème de Voltaire qui va susciter des polémiques incroyables et qui donc s'appelle Le Mondain, et dont je vous dis tout de suite qu'il est dirigé à la fois contre l'appel à la frugalité chrétienne, contre l'idée que la vraie vie c'est au ciel et pas sur terre, qu'on sera heureux plus tard, mais que là franchement
c'est pas le lieu, on va en baver en attendant. Et plus on en bave, plus heureux, n'est-ce pas, les pauvres, ils seront récompensés, etc., les béatitudes. Bon. Et donc c'est dirigé à la fois contre le christianisme, contre l'éloge chrétien de la misère, de la souffrance et de la frugalité. Hein, la parabole du jeune homme riche, par exemple. Et puis, c'est dirigé déjà en 1736 contre ce que Voltaire pressent de Rousseau et des romantiques naissants, qui vont eux aussi faire l'éloge du retour aux anciens. N'oubliez pas qu'il y a déjà eu la querelle des anciens et des modernes avec Charles Perrault, bien avant, donc un siècle avant, pratiquement. Et donc cette querelle des anciens et des modernes, elle est déjà là dans la littérature, mais pas dans la philosophie. Et donc on va rejouer cette carte-là, évidemment dans Le Mondain, ce poème qui s'appelle Le Mondain, eh bien on va voir apparaître l'autre face du pessimisme de la nature, c'est l'optimisme du progrès. Vive le luxe, vive l'argent, vive la modernité. Voilà le poème de Voltaire. Et donc Voltaire critique là la nostalgie romantique et la nostalgie chrétienne de l'âge d'or. Je vous lis le poème. « Regrettera qui veut le bon vieux temps. Et l'âge d'or et le règne d'Astrée. » L'âge d'or dans la Théogonie d'Hésiode, surtout dans les Travaux et les Jours d'Hésiode, c'est donc l'âge le plus heureux de l'histoire de l'humanité. Et l'Astrée, je pense que pour les étudiants, ça ne doit pas dire grand-chose. C'est un roman qui a eu un succès absolument inimaginable, autant que Tristan. Tristan, c'est le roman de Béroul, le fameux Tristan et Isolde. Le roman de Béroul est écrit, si mes souvenirs sont bons, en 1175, en plusieurs années, mais enfin autour de l'année 1175. Le roman d'Honoré d'Urfé, car c'est Honoré d'Urfé qui est l'auteur de ce fameux roman qui s'appelle L'Astrée, et qui raconte les amours d'Astrée et de Céladon. Et donc ce roman se passe au 5e siècle, dans la Gaule des Druides. Hein, c'est comme la France de Finkielkraut, ça, c'est la Gaule des Druides, c'est celle qu'on idéalise à l'époque, dont on a la nostalgie, parce que c'était la grande Gaule, si je puis dire, la grande France encore heureuse et joyeuse, pas envahie encore par les Romains. Et donc c'est la Gaule d'avant l'invasion romaine, d'avant César, c'est la Gaule d'Astérix, si j'ose dire. Et donc on a là une évocation donc, et de l'âge d'or, et de l'Astrée, donc des temps anciens, grec et français, enfin gaulois, et il va évoquer aussi immédiatement Saturne et Ré. Je vous dis tout de suite pour que vous compreniez le poème. Saturne, c'est Chronos, hein, c'est le nom latin de Chronos. Ré, c'est sa femme, Rhea. Chronos et Ré sont les parents de Zeus. Et surtout, dans la théorie des âges, des 5 âges d'Hésiode, Chronos, Saturne, c'est le maître de l'âge d'or, c'est le souverain de l'âge d'or. Pourquoi Voltaire l'évoque? Alors que l'âge de fer, dans la mythologie grecque et dans le poème d'Hésiode, Les Travaux et les Jours, l'âge de fer, c'est l'âge de la déréliction totale. On est sorti de l'âge d'or et on est tombé très très bas. C'est l'âge de la corruption absolue. Maintenant, vous pouvez comprendre l'ensemble du poème pour ceux qui n'avaient pas ces références en tête. Regrettera qui veut le bon vieux temps, et l'âge d'or, et le règne d'Astrée, et les beaux jours de Saturne et de Ré, et le jardin de nos premiers parents. C'est bien sûr le jardin d'Éden. Hein. Moi, je rends grâce à la nature sage qui, pour mon bien, m'a fait naître à cet âge, tant décrié par nos tristes frondeurs. Ce temps profane est tout fait pour nos mœurs. J'aime le luxe et même la mollesse, tous les plaisirs, les arts de toute espèce, la propreté, le goût, les ornements, tout honnête homme a de tels sentiments. Il est bien doux pour mon cœur très immonde de voir ici l'abondance à la ronde, mère des arts et des heureux travaux, nous apporter de la source féconde. Et des besoins et des plaisirs nouveaux, l'or de la terre et les trésors de l'onde, leurs habitants et les peuples de l'air. Leurs habitants et les peuples de l'air, oui, on mange les oiseaux, évidemment. Tous ces et puis surtout, avec les plumes, on fait les ornements des vêtements les plus rutilants qui soient. Le superflu, chose très nécessaire, a réuni l'un et l'autre hémisphère. Voyez-vous pas, bon, Voltaire, j'y peux rien, ces agiles vaisseaux, donc éloge de la colonisation maintenant, voyez-vous pas ces agiles vaisseaux qui du Texel, de Londres ou de Bordeaux s'en vont chercher par un heureux échange de nouveaux biens nés aux sources du Gange, tandis qu'au loin, vainqueurs des musulmans, nos vins de France enivrent les sultans. Si seulement, c'était vrai, quand la nature était dans son enfance, nos bons aïeux vivaient dans l'ignorance, qu'auraient-ils pu connaître? Ils n'avaient rien
il ne pouvait rien connaître. Et donc on a là éloge du luxe, de la mondanité, de la civilité, du parisianisme, de la colonisation, du vin, des beaux tissus, des plumes qui décorent des ornements, de l'art, et éloge de son cœur très immonde qui aime la mollesse. Donc optimisme du progrès, pessimisme de la nature. Rousseau, exactement le contraire. La lettre de Rousseau, maintenant je vous la lis, et vous allez voir à quel point la lettre de Rousseau, elle est leibnizienne. Et comme je vous ai, je crois, bien expliqué le principe général de la théodicée, vous allez voir à quel point, évidemment, comme toujours, Rousseau est 1000 fois plus profond que Voltaire. Ça ne veut pas dire qu'il ait raison, mais il a parfaitement compris Leibniz, que Voltaire, évidemment, n'a rien compris, parce que le tremblement de terre de Lisbonne ne gêne absolument pas un Leibnizien qui dirait « ben oui, ça fait partie de ces mots qui sont nécessaires à l'harmonie de l'ensemble, comme les vipères, les guêpes, etc. » Et donc il lui écrit là aussi cette lettre de 56. Il faut que vous ayez aussi en tête que Rousseau a une admiration quasiment sans limite pour Voltaire qu'il déteste. Ce n'est pas incompatible. Pour revenir, monsieur, au système que vous attaquez, c'est-à-dire le système de la théodicée de Leibniz, je crois qu'on ne peut pas l'examiner convenablement sans distinguer avec soin le mal particulier, dont aucun philosophe n'a jamais nié l'existence, du mal général que nie l'optimisme de Leibniz. Il n'est pas question de savoir si chacun de nous ou non éprouve du mal, mais s'il était bon que l'univers fût, et si nos maux étaient inévitables dans la constitution de l'univers. Et au lieu de tout est bien, il vaudrait peut-être mieux dire le tout est bien, ou tout est bien pour le tout. Alors il est très évident qu'aucun homme ne saurait donner de preuves directes ni pour ni contre. Ça c'est très génial, parce que déjà Popper, c'est déjà l'idée qu'on ne peut pas prouver que Leibniz a raison, mais on ne pourra jamais prouver qu'il a tort. Ce qui est tout à fait juste, très profond. Si je ramène ces questions diverses à leurs principes communs, il me semble qu'elles se rapportent toutes à celle de l'existence de Dieu. Si Dieu existe, il est forcément parfait. S'il est parfait, il est sage, puissant et juste. S'il est juste et puissant, mon âme est immortelle. Si mon âme est immortelle, 30 ans de vie ne sont rien pour moi et sont peut-être nécessaires au maintien de l'univers. Si on m'accorde la première proposition, à savoir que Dieu existe, jamais on n'ébranlera les suivantes. Je fais des fautes d'orthographe épouvantables en tapant ce texte tout à l'heure. Et donc je les corrige. Mais voyez, donc défense acharnée, si je puis dire, de Leibniz. Non, Voltaire a tort, la providence est bonne, Dieu est bon, il est tout puissant. Mais il a été obligé, en quelque sorte, par le principe du meilleur, de construire un monde global, et pas simplement un tout petit monde parfait aux yeux des crétins. Mais ce monde global est parfait aux yeux des sages, aux yeux des gens intelligents, parce qu'il comprend toute la diversité. Et donc, on a là une belle défense de Leibniz, mais exactement symétrique de Voltaire, on voit apparaître, à l'inverse, un pessimisme radical sur le progrès humain et sur la civilisation humaine. Et donc là, on a le romantisme allemand qui est déjà, en quelque sorte, enraciné dans cette critique de la civilité, dans cette critique du luxe, dans cette critique de la mondanité parisienne que Rousseau, évidemment, déteste, et qui va le conduire à critiquer les arts, les spectacles, la fameuse lettre sur les arts et les spectacles, et notamment à critiquer le théâtre. Et vous trouvez l'Émile, par exemple, dans le traité d'éducation, de pédagogie, si je puis dire, de Rousseau. La première chose qu'on fait avec Émile qui est donc ce petit être qui sert à l'expérimentation pédagogique de Rousseau, eh bien la première chose qu'on fait, c'est qu'on lui retire tous les livres. Surtout pas de livres. Éducation par la nature. Autrement dit, éducation, comme on parlait il n'y a pas si longtemps, des disciplines d'éveil. D'ailleurs, Rousseau lui-même adorait, il faisait des herbiers, il adorait ça. Et donc, on va apprendre avec le lapin au fond de la classe, avec les escargots dans un aquarium, la grenouille qui fabrique les têtards et tout ça. Mais surtout pas de livres. La culture écrite, catastrophe. Vous retrouvez ça chez Lévi-Strauss, d'ailleurs. La haine de la culture écrite, la haine de l'écriture. L'idée que les sociétés sans écriture sont supérieures aux sociétés, entre guillemets, civilisées. D'où chez Rousseau l'éloge de Sparte contre Athènes. Athènes, c'est la déréliction. Pourquoi ? Je vais vous lire le texte là aussi, mais je vous donne les clés, parce que quand même ces gens avaient une culture classique qui aujourd'hui s'est un peu estompée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et avec Najat Vallaud-Belkacem, ça ne va pas s'arranger avec la suppression des options grec et latin. Alors,
et leur pseudo-remplacement qui n'existera pas. Et donc on a là un vrai problème, c'est que pour lire ces textes, c'est devenu difficile pour nous. Qu'est-ce que c'est que Sparte? Qu'est-ce que c'est qu'Athènes? Évidemment, Sparte c'est Genève et Athènes c'est Paris. Sparte c'est Genève, pourquoi? Parce que Sparte c'est la cité qui n'est pas encore corrompue par les arts et les lettres, par le théâtre, que Rousseau veut faire interdire à Genève, ce que Voltaire ne lui pardonnera jamais, puisque Voltaire vivait aussi de ses pièces de théâtre, il adorait le théâtre. Et on a Sparte, Sparte c'est la ville des Spartois. En grec ça veut dire ceux qui ont été semés. Ils ont été semés de quoi? Des dents d'un dragon. Et ils sont sortis tout armés, tout casqués de la terre. Ils sont proches de la terre, c'est des autochtones. Chtone en grec c'est la terre, autochtones. Ils sont nés de cette terre, ils sont proches d'elle. Autrement dit, ce sont des êtres qui sont proches du chaos primitif. En clair, ils causent très peu, ils tapent très fort. Ce sont des guerriers et ce sont des taiseux. Ils n'ont pas de livre, ils n'ont pas de culture, mais ils sont extrêmement courageux. Et ils font la guerre avec un courage et ils ont un sentiment de nationalisme très fort, un sentiment de solidarité fraternelle très fort. Ils sont solidaires de leur ville, de leur cité à laquelle ils tiennent plus que tout. Ce sont des individus qui tiennent à leur collectivité. Sparte est fondée dans la plaine de Laconie, ça vous dit quelque chose. De là vient en français le mot laconique. Laconique, il ne parle pas beaucoup. Laconique, ça veut dire taiseux. Une formule laconique, c'est-à-dire qu'on n'en rajoute pas beaucoup. Ce n'est pas des littéraires. Athènes, c'est le contraire. Je vous l'explique parce que sinon le texte de Rousseau vous sera probablement difficile à comprendre. Il faut savoir que c'est au VIe siècle, le siècle de Pisistrate. Pisistrate, c'est le seul tyran qui ait connu la ville d'Athènes. Et ce tyran, enfin le tyran au sens grec, Pisistrate est celui qui va faire rédiger par écrit les poèmes d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Avant, c'est une tradition orale. C'est seulement au VIe siècle que l'Iliade et l'Odyssée sont écrites et que sous la forme que nous connaissons aujourd'hui. Voilà le règne de Pisistrate. Et c'est sous le règne de Pisistrate, au VIe siècle, que va naître ce genre absolument unique dans l'histoire humaine, qui est la tragédie grecque, et qui n'existera que à Athènes et que au VIe siècle. Échille, Euripide, Sophocle, Thespis et d'autres qu'on a aujourd'hui perdus ou oubliés. On a surtout gardé les trois premiers. Et on a vraiment là donc la cité des arts, du luxe, de la culture. Donc Paris et Genève, Sparte... voilà, Sparte c'est la Suisse et Athènes c'est le parisianisme mondain de Voltaire. Ce fut dans le sein même de la Grèce qu'on vit s'élever cette cité aussi célèbre par son heureuse ignorance, Sparte, que par la sagesse de ses lois, cette république de demi-dieux plutôt que d'hommes, tant leur vertu semblait supérieure à l'humanité. Ô Sparte, opprobre éternel d'une vaine doctrine. Saine ignorance, vaine doctrine, pas besoin de savoir. Il vise la philosophie, évidemment. Tandis que les vices conduits par les beaux-arts, c'est pas mal, les vices conduits par les beaux-arts, tandis que les vices conduits par les beaux-arts s'introduisaient ensemble dans Athènes, tandis qu'un tyran y rassemblait avec tant de soin les ouvrages du prince des poètes, tu chassais de tes murs, ô Sparte, les arts et les artistes, les sciences et les savants. C'est formidable, on chassait les arts, les artistes, les savants, la science. Vous voyez à quel point on est à l'opposé absolu de Voltaire, de la philosophie des Lumières. L'événement marqua cette différence. Athènes devint le séjour de la politesse et du bon goût, le pays des orateurs et des philosophes, ce qui est pour Rousseau l'horreur absolue. Donc le bon goût, la politesse, les livres, les orateurs, les philosophes, le théâtre, tout ça c'est l'horreur pour lui. Sainte ignorance. Et donc on est... Et alors, évidemment, à partir de là, Rousseau va développer, notamment dans La Nouvelle Héloïse, qui va être un des premiers grands best-sellers de l'histoire humaine. C'est un livre qui va être réimprimé 50 fois et qui va être lu à des dizaines, peut-être même à des centaines de milliers d'exemplaires. Et dans ce comment dire, c'est pas un roman, enfin si, c'est une espèce de roman philosophique, dans lequel il met en scène Saint-Preux, personnage principal, et son amoureuse Julie. Ils échangent des lettres, lui vient à Paris, et lui raconte, elle qui est restée dans ses campagnes, la petite Julie, et lui raconte à quoi ressemble la mondanité parisienne.
Et là, Rousseau est quand même vraiment génial, parce qu'il comprend bien ce que c'est, il comprend bien pourquoi ça marche. C'est quand même génial, cette mondanité parisienne. Il est bluffé, en vérité, par Voltaire. Il trouve que ce luxe, ce goût des arts et des lettres, cette civilité dans la conversation, ces salons de femmes magnifiques, tout ça est quand même extraordinaire. Et donc, il en dit grand bien avant d'en dire beaucoup de mal. Et je vous lis le texte, parce qu'il est quand même formidable. Et vous retrouverez ça chez Bourdieu, chez Lévi-Strauss, cette haine de la culture civilisée, si je puis dire. Je vous lirai le texte de Lévi-Strauss après, puis on s'arrêtera là, j'aurai fini. Et c'est juste pour préparer l'intervention, la prochaine, sur le tragique. Veux-je, c'est pas très beau, veux-je, mais enfin bon, chercher des lumières et de l'instruction. C'en est ici l'aimable source. Là, il parle donc de la conversation des salons parisiens. C'en est ici l'aimable source, et l'on est d'abord enchanté, après ça va changer, on est d'abord enchanté du savoir et de la raison qu'on trouve dans les entretiens, non seulement des savants et des gens de lettres, mais des hommes de tout état, et même des femmes. Le ton de la conversation y est coulant et naturel, il n'est ni pesant ni frivole, il est savant sans plaisanterie, gai sans tumulte, poli sans affectation, galant sans fadeur, badin sans équivoque. Ce ne sont ni des dissertations ni des épigrammes, on y raisonne sans argumenter, on y plaisonne sans jeu de mots, on y associe avec art l'esprit et la raison. On ne peut pas décrire mieux un salon parisien. Il a parfaitement tout compris. Vous retrouverez ça chez Stendhal dans Le Rouge et le Noir. Quand l'abbé essaye d'éduquer Julien Sorel à la vie parisienne. C'est exactement la même idée. Vous retrouvez ça aussi dans Madame de Staël, de l'Allemagne. L'Allemagne est à l'opposé de cette civilité parisienne, mais elle est magnifiquement décrite par Rousseau. Et on voit à quel point il admire Voltaire, à quel point il le déteste quand il écrit ça. On y parle de tout pour que chacun ait quelque chose à dire. Ça, c'est la vraie politesse de la conversation à table. On y parle de tout pour que chacun ait quelque chose à dire. On n'approfondit point les questions de peur d'ennuyer. Chacun dit son avis et l'appuie en peu de mots. Nul n'attaque avec chaleur celui d'autrui. Nul ne défend opiniâtrement le sien. On discute pour s'éclairer. On s'arrête avant la dispute. Mais au fond, que penses-tu qu'on apprenne dans ces conversations si charmantes? À juger sainement des choses du monde, à bien user de la société, à connaître au moins les gens avec qui l'on vit, rien de tout cela, ma Julie. On y apprend à plaider avec art la cause du mensonge, à ébranler à force de philosophie tous les principes de la vertu, à colorer de sophistes subtils ses passions et ses préjugés, et à donner à l'erreur un certain tour à la mode selon les maximes du jour. Il n'est point nécessaire de connaître le caractère des gens, mais seulement leurs intérêts pour deviner à peu près ce qu'ils diront de chaque chose. Et là, on a vraiment, évidemment, la critique radicale de cette civilité parisienne. Lévi-Strauss, vous retrouverez la même chose. Alors, chez Rousseau, vous allez donc trouver à partir de là, comme je le disais tout à l'heure, critique des livres, critique de l'écriture, critique de la science, critique du théâtre, évidemment, mais aussi critique de la politesse. Il y a tout un pan de l'œuvre de Rousseau qui est consacré, un peu comme chez Bourdieu. Bourdieu a lu Rousseau, évidemment, à critiquer l'hypocrisie qui se cache derrière la politesse. Au fond, la politesse, c'est la distinction bourgeoise. Vous retrouverez ça chez Bourdieu et chez Lévi-Strauss, tout à fait disciple. Quoique chez Lévi-Strauss, ça a une autre signification. Chez Lévi-Strauss, c'est pour montrer que les peuples sauvages dont il s'occupe ne sont pas inférieurs aux nôtres, parce qu'ils n'ont pas d'écriture. Chez Bourdieu, vous allez trouver l'analyse des concours, je m'arrêterai avec ça d'ailleurs, qui est assez amusante, parce que les concours, l'agrégation, le concours de Sciences Po, de l'ENA, d'entrée rue d'Ulm, les concours, ils sont caractérisés en France par une rhétorique extrêmement puissante qui est la rhétorique de l'impartialité, de l'objectivité. Rien n'est pire que de tricher dans un concours, surtout pour un professeur. Imaginez un professeur qui vendrait les sujets, c'est l'abomination de la désolation. Ça arrive très rarement d'ailleurs. Et donc le concours, il est entouré de tous les dehors de l'impartialité, de l'objectivité. Copie anonymisée, double correction, tout ce que vous voudrez. Sujets enfermés dans des bunkers, contrôlés par des huissiers, que sais-je encore. Donc toute la rhétorique de l'objectivité est là. Comment fait-on pour faire en sorte, voilà la question de Bourdieu, que finalement il n'y ait que 7 ou 8% d'ouvriers à Polytechnique ou à l'ENA? Comment est-ce qu'on fait pour éliminer les blaireaux? Voilà la question que pose Bourdieu, pour la dire. Voilà, les blaireaux, c'est Rousseau, c'est Genève, c'est le protestant suisse. C'est pas Voltaire. Vous voyez, je fais exprès, évidemment. C'est très brutal, en vérité, ce qu'il y a derrière tout ça. Et donc, ce que dit Bourdieu, c'est que la rhétorique des concours, derrière l'impartialité, elle va consister, en fait, à
essayer de tester ce que va évaluer le concours, par exemple le concours de l'ENA qui est très typique, ce qu'il va essayer de tester ce concours, ce ne sont pas les savoirs, mais les savoir-faire. C'est toute la différence. Les savoirs, n'importe qui peut apprendre. Ça, c'est le laborieux connaît ces questions de cours. N'importe quel ouvrier, n'importe quel prolétaire, n'importe quelle personne qui vient d'un milieu, comme on dit, modeste ou défavorisé, comme on disait naguère encore, est capable d'apprendre ses leçons s'il est intelligent. Et les ouvriers sont aussi intelligents que les bourgeois. Simplement, ils ne sont pas dans l'aisance, dans la distinction. Et donc, ils apprennent les savoirs. Mais les savoir-faire, c'est une autre paire de manches. Quand vous êtes confronté à la présentation dans une soirée mondaine d'une femme à un évêque, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on présente quand même, parce que l'évêque est un homme en principe, est-ce qu'on présente quand même la femme à l'évêque ou l'évêque à la femme? Allez donc savoir. Et donc les bonnes manières, elles sont évidemment très difficiles à maîtriser quand on n'est pas tombé, quand on était petit, dedans. Quand on n'est pas né dans un milieu bourgeois où, naturellement, on a vu ses parents se comporter convenablement dans la société bourgeoise. Et donc, on sait comment on fait. On sait qu'on ne dit pas « bon appétit » quand on se met à table et toutes cette sorte de choses. Dans un milieu bourgeois, ça ne se fait pas. On sait qu'on s'habille comme ci et pas comme ça. On sait qu'on se tient à table de telle et telle manière. Et alors, dans les concours, ce que dit Bourdieu, c'est qu'on va tester, c'est vraiment un héritage de Rousseau, ce qu'on va tester, c'est les savoir-faire beaucoup plus que les savoirs. D'où les questions absurdes qu'on pose au grand oral de Sciences Po ou de l'ENA. Et je vous donne deux exemples qui sont réels, et puis encore une fois, je m'arrêterai là. Exemple réel. Alors, il y a deux versions. Bourdieu m'avait dit, parce qu'on s'engueulait tout le temps, mais enfin on se voyait quand même, il m'avait dit, c'était une question qu'on avait posée à Giscard au concours de l'ENA. Et puis d'autres prétendent, probablement c'est possible aussi, que c'est à Françoise Chandernagor que la question fut posée. Mais en tout cas, elle a été posée. Et c'est le président du jury qui s'adresse au candidat et qui lui dit « Madame ou Monsieur, selon que c'est Françoise ou Giscard, Madame ou Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la profondeur du Danube à Vienne ?» Question absurde. Hein. Réponse de Giscard, moi je crois que c'est Giscard, mais peu importe. Mais certainement, Monsieur le Président, sous quel pont? Et là, mais bien sûr, et là vous avez la réponse du type qui a décodé. Bien sûr, avec aisance, et qui renvoie la plaisanterie à la plaisanterie, et qui du coup témoigne du fait qu'il fait partie du club, il est un des pairs. Le blaireau va répondre, bah, écoutez, ça doit être entre 2,50 m et 8 mètres selon les endroits, lui il est mort. Deuxième exemple réel, c'est des exemples que Bourdieu analysait à l'époque, c'était marrant d'ailleurs, gérontophagie. Monsieur le candidat, toujours le président du jury, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la gérontophagie? Donc le mec a fait peut-être un peu de grec quand il était petit en 4e. Il se dit gériatrie, c'est les vieux ce truc-là. Phagie, ça veut dire bouffer, comme dans sarcophage. Ou bon. Et donc, eh ben, Monsieur le Président, c'est une coutume qui consiste à manger les vieillards. Eh bien, pas du tout. On n'a jamais mangé les vieillards. On est comme le loup dans Le Petit Chaperon Rouge. On préfère les jeunes filles et pas les vieillards. On les laisse de côté. Donc, c'est évidemment un piège. Et donc, celui qui répond bien, c'est pas celui qui laborieusement... Alors, il y a celui qui sait pas du tout, il n'a pas fait de grec du tout, il dit ah, « Monsieur le Président, je suis désolé, je sais pas. » Bon. Et donc, celui qui a fait un peu de grec et qui bricole quelque chose, c'est encore pire, parce qu'il va vraiment se fourvoyer. Et si c'est Giscard ou Françoise Chandernagor, il va évidemment dire « Mais Monsieur le Président, vous me tendez un piège. La gérontophagie, ça n'existe pas. Certes, dans les îles Fidji, on a fait monter quelques vieillards au cocotier, mais on les a pas mangés après. » Voilà. Et donc, là, vous avez évidemment la preuve que vous faites partie du club à nouveau. Vous êtes, voilà. Et donc, on trouve bien sûr cette idée de la distinction déjà chez Rousseau et la haine pour la civilité, pour le luxe, pour la politesse, pour les mondanités. Vous la retrouverez évidemment dans la sociologie contemporaine, chez Lévi-Strauss ou chez Bourdieu, avec cette idée que la civilisation, comme chez Rousseau, est plutôt de l'ordre de la corruption, de l'hypocrisie, de l'immoralité, et finalement du déclin, et de la superficialité, alors que ce qui est profond, eh bien, c'est d'être un Suisse protestant. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et je vous laisse en paix avec ça. Merci à vous.